À 27 ans, ma vie a pris un tournant décisif. Mon père, qui nous avait abandonnés des années auparavant après avoir trompé ma mère, a cassé sa pipe et m'a laissé tout ce qu'il avait. J'ai ressenti un mélange bizarre de sentiments. J'étais triste de le perdre, mais soyons honnêtes, nous n'étions pas proches. Et puis, il y a eu cette histoire de devenir riche du jour au lendemain. J'ai hérité d'un paquet d'actions d'une société célèbre. C'était comme si, de nulle part, je pouvais envisager de faire ce que je voulais. Mais maman était sur les nerfs. Un soir, alors que nous étions assis dans notre ancienne cuisine, elle m'a dit « Fais attention, Olivia. Maintenant que tu es chargée, tu vas voir combien de sangsues viennent renifler autour de toi. » Je me suis contentée de rire. Maman, voyons. Je peux supporter quelques chercheurs d'or. Puis j'ai rencontré Marc. C'était un simple employé de l'agence immobilière, où j'essayais de démêler les chevaux de l'héritage de mon père. L'endroit était toujours bondé, mais Marc se distinguait par son charme direct et son sourire facile qui semblait tout simplifier. On dirait que vous avez une sacrée pile de dossiers. Besoin d'un coup de main ? Propose-t-il en montrant ma pile de papier. J'aimerais bien avoir de l'aide, merci. J'ai l'impression de me noyer dans la paperasse, avouai-je. Pendant qu'il passait les formulaires au crible, il a maintenu la conversation sur un ton léger. Alors, vous héritez d'une fortune, hein ? Je parie que c'est beaucoup à assimiler. Vous n'en avez pas la moindre idée. C'est beaucoup d'un coup. Ai-je dit, me sentant un peu plus à l'aise. Nous avons fini par discuter un peu plus chaque fois que j'étais là. Il n'était pas seulement question du testament ou des actions, mais aussi de choses simples, comme nos films préférés et les endroits où nous aimions passer le week-end. Elle était facile à vivre et avait le don de me faire rire quand je m'y attendais le moins. À eu bout de quelques semaines, il m'a demandé de sortir avec lui. Il s'agissait d'un simple verre dans un bar miteux que nous aimions tous les deux. Et si nous sortions cette discussion de ces murs ennuyeux ? Prendre une bière avec moi ? Me propose-t-il en souriant. J'ai accepté sans hésiter. C'était une bonne idée. Nos rendez-vous se sont rapidement transformés en quelque chose de plus sérieux, avant même que je m'en rende compte, nous parlions d'un avenir ensemble. Un soir, alors que nous partagions une pizza chez moi, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Liv, j'ai réfléchi. Pourquoi ne pas officialiser notre relation ?» Sa demande en mariage était tout à fait à son image, sans dramatisation, en allant droit au but. J'ai failli m'étouffer avec ma tranche de pain tellement je riais, puis j'ai dit. Oui, pourquoi pas, l'organisation du mariage a été simple. Nous voulions quelque chose de simple, qui corresponde à ce que nous étions. Nous avons parlé de ce que nous aimions, et nous avons découvert que nous préférions tous les deux une petite cérémonie avec seulement des amis proches et la famille. En planifiant notre vie commune, nous avons réalisé à quel point nous avions des points communs. Nous rêvions tous deux de créer notre propre entreprise, en utilisant mon héritage comme tremplin. Marc était plein d'idées, toujours en train de chercher des plans sur des serviettes de table ou au dos de reçu. Pense Y, Liv. Nous pourrions construire quelque chose de grand, quelque chose qui nous appartiendrait en propre. Disait-il, ses yeux s'illuminant à chaque nouvelle idée. Oui, j'adore ça. Construire notre avenir, ensemble. Je lui répondais, également prise par l'excitation. Nous passions des nuits entières à évoquer les possibilités qui s'offraient à nous, qu'il s'agisse du type d'entreprise que nous pourrions créer ou des endroits où nous pourrions voyager. Notre vie était tracée devant nous, une carte de rêve et d'ambition partagée. Avant notre mariage, il a suggéré que nous utilisions l'héritage de mon père, ces actions que j'ai reçues, pour démarrer notre propre affaire. C'était une bonne idée, vous savez ? Construire quelque chose ensemble à partir de rien. J'étais d'accord, mais je me suis dit qu'il fallait d'abord en parler à maman. Je me souviens m'être assise dans sa vieille cuisine confortable, celle dont le papier peint jaune semblait avoir connu des jours meilleurs. J'ai parlé de l'utilisation de l'héritage comme capital de départ. Le visage de maman est devenu sérieux, comme lorsqu'elle s'apprête à donner un conseil important. Olivia, tu dois te protéger. Prends un contrat de mariage.
Elle insiste en remuant lentement son café. Assure-toi qu'il stipule que si l'un de vous deux te trompe et se retire, il perdra sa part dans l'entreprise. J'ai froncé les sourcils, un peu décontenancé. Maman, pourquoi parler d'infidélité? Je fais confiance à Marc. Nous n'allons pas nous tromper l'un l'autre. Elle a soupiré, le son étant lourd de vieilles blessures. Je dis juste, Olivia, qu'à cause de ce que ton père m'a fait. Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question d'intelligence. J'ai senti une piqûre de rappel, réalisant qu'elle n'avait peut-être pas tort. Je ne voulais pas y penser, mais je me sentais mal de discuter. Désolée, maman. Je crois que tu as raison. J'ai murmuré, sentant le nœud dans mes tripes se desserrer un peu. Quand j'ai parlé à Marc du contrat de mariage, il n'était pas très enthousiaste. Au début, il est resté silencieux, et je pouvais voir qu'il y réfléchissait. Un contrat de mariage, Liv? Vraiment, a-t-il finalement dit, sa voix étant un mélange de surprise et d'un peu de douleur. Oui, c'est juste que ma mère me l'a suggéré. C'est comme une assurance, tu sais? Non pas que je pense que nous en aurons besoin un jour. Je me suis empressée d'expliquer, en observant attentivement sa réaction. Et elle a pris une grande inspiration, s'est passé les doigts dans les cheveux. Puis m'a regardé droit dans les yeux. Je t'aime, Liv. Tu es la personne la plus importante dans mon monde. Et si cela te rassure, je suis d'accord. Faisons-le à ta façon. En l'entendant dire ça, j'ai eu l'impression qu'un poids s'était envolé de mes épaules. Nous avons rédigé le contrat prénuptial, en veillant à ce qu'il soit juste mais ferme sur les termes. Après cela, nous avons eu une cérémonie de mariage modeste et digne, exactement le genre dont je rêvais. Nous sommes allés de l'avant et avons vendu ces actions, et l'argent qui en a résulté a été plus que suffisant pour réaliser notre rêve. Les yeux de Marc se sont presque illuminés quand nous avons vu les chiffres. Ça y est, Liv. Nous allons réussir. Il a dit que son enthousiasme était contagieux. Nous avons tout mis en œuvre pour créer notre entreprise. Il s'agissait d'un entrepôt de vente en gros de matériel médical. Aucun de nous n'avait d'expérience dans ce domaine, mais Marc était très doué avec les gens, et j'avais le sens des chiffres. Cela semblait être la combinaison parfaite. Nous commencerons petit, nous nous développerons rapidement, nous maintiendrons les frais généraux à un niveau bas et nous nous développerons lorsque nous en aurons les moyens. C'est ce que Marc a planifié à haute voix pendant que nous visitions les emplacements potentiels de l'entrepôt. C'est un bon plan. J'étais d'accord, imaginant déjà l'entrepôt occupé, les commandes qui affluaient, notre avenir qui se dessinait. Notre activité de vente en gros d'équipements médicaux a commencé à prendre de la vitesse plus rapidement que nous ne l'avions prévu. La demande était forte et nous avons soudain été débordés. C'était un bon problème, mais c'était quand même un problème. Marc, nous devons embaucher plus de personnel. Il n'y a que nous et nous n'arrivons pas à suivre. J'ai dit cela un soir, ma voix se noyant dans une mer de paperasse sur notre table à manger. Marc, le visage plongé dans son ordinateur portable, a à peine levé les yeux. Nous pouvons nous débrouiller un peu plus longtemps. Embaucher signifie dépenser, elle y va. Et il faut passer à travers tout ça. Je soupire et me frotte les tempes. Passer au travers? Regarde-nous, Marc. Nous sommes en train de nous épuiser. Ce n'est pas tenable. Il m'a jeté un regard, mélange de frustration et de fatigue. D'accord, on va y réfléchir, mais il faut que ce soit serré. Peut-être 1 ou 2 employés à temps partiel. Nous avons été soulagés de nous entendre sur ce point, mais ce n'était que le début de nos difficultés de croissance. L'arrivée de nouveaux employés s'accompagnait de nouvelles responsabilités, d'une formation, d'une paie et d'un personnel de gestion dont aucun d'entre nous n'avait la moindre idée. J'ai pris sur moi d'apprendre à la volée. Je me suis inscrite à quelques cours en ligne sur la gestion d'entreprise et la comptabilité. J'ai trouvé ce cours en ligne sur la comptabilité. Je me suis dit que ça pourrait m'aider pour la comptabilité. Je l'ai dit à Marc un soir, alors que nous étions en train de fermer l'entrepôt. Il a hoché la tête, l'air sincèrement soulagé.
C'est super, je m'inquiétais de ne pas pouvoir suivre tout ça. Mais au fur et à mesure que l'entreprise se développait, la tension entre nous augmentait aussi. Nous étions tous les deux stressés, et cela a commencé à se voir. Marc était en train de nouer des contacts et de conclure des accords, tandis que j'étais de retour à l'entrepôt, où je m'occupais de tout. Nous avions l'impression de vivre des vies séparées. Un jour particulièrement difficile, j'ai craqué. Tu es toujours là, à faire des rencontres et à prendre du bon temps, alors que je suis coincé ici à trier les affaires les unes après les autres. Le visage de Marc se durcit. Faire la causette? Tu crois que ça m'amuse? C'est pour nous, pour l'entreprise, Liv. On n'a plus l'impression d'être ensemble, Marc. On a l'impression que c'est toi et moi, séparément. J'ai répliqué. Ma voix craquant un peu sous l'effet du stress. Nous avons fini par nous calmer tous les deux, mais il était clair que nous devions faire quelques changements. Nous avons décidé d'organiser des réunions régulières pour nous synchroniser, discuter de ce qui se passait des deux côtés de l'entreprise et nous reconnecter en tant que couple, et pas seulement en tant que partenaires commerciaux. Essayons de ne pas parler affaires pendant le dîner, d'accord? Rien que nous, pas de discussion professionnelle. C'est ce que Marc a suggéré lors de l'une de nos premières tentatives pour concilier vie professionnelle et vie privée. J'ai accepté, plus que prête à retrouver une certaine normalité. J'ai accepté. Peut-être que nous pourrons bientôt prendre un jour de congé ensemble? Un vrai jour de congé. Au fur et à mesure que nous mettions en œuvre ces petits changements, les choses ont commencé à s'améliorer. L'entreprise était toujours aussi exigeante, mais la gestion de nos rôles et de notre stress est devenue un peu plus facile. Nous avons dû apprendre à gérer la croissance de notre entreprise et les pressions qu'elle exerçait sur nous. Et la charge de travail s'est accrue au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. Je me suis retrouvé noyé dans les opérations quotidiennes, gérant tout, des stocks aux réclamations des clients. C'était du non-stop, et tout ce stress, associé à trop de repas rapides pris à mon bureau, a fait que j'ai commencé à prendre du poids. Mes vêtements, autrefois décontractés, sont devenus difficiles à fermer, et je reconnaissais à peine la femme qui me regardait dans le miroir. Il n'y avait pas que les changements physiques, je me sentais usé, je perdais l'étincelle que j'avais auparavant. Marc, quant à lui, passait ses journées à discuter avec des partenaires commerciaux. Pour lui, il s'agissait avant tout de travailler en réseau. De nouer des relations qui profiteraient à notre entreprise. Mais alors qu'il s'investissait de plus en plus dans cette partie de son travail, je l'ai senti s'éloigner. Il commençait à rentrer tard, ses raisons étaient vagues, ses explications précipitées. Il devait juste conclure avec un client, ou était pris par le travail au bureau. Et elle disait, ça arrive trop souvent et ça ne me convient pas. Un soir, alors que la fête de l'un de nos plus gros fournisseurs approchait à grands pas, Marc a lâché une bombe qui m'a laissé pantois. Nous étions dans notre cuisine, moi essayant de décider si je devais prendre la peine d'essayer une autre robe que je savais trop serrée, lorsqu'il a sorti le grand jeu Liv, tu ne viendras pas à la fête. Déclara-t-il, sans même prendre la peine de lever les yeux de son téléphone. Je me suis figé, une robe dans les mains. Excuse-moi? Pourquoi pas? Il a finalement levé les yeux, l'expression froide et détachée. Écoute, les gens là-bas, ils ont une certaine image. Tu ne corresponds plus à cette image, Liv. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu t'es laissé aller, Liv. Tu n'es pas à la hauteur, et je ne peux pas t'avoir à mes côtés ce soir. C'est mauvais pour les affaires. Il a dit cela sans embâge, comme s'il parlait d'un appareil défectueux plutôt que de sa femme. J'ai jeté la robe, tout mon corps tremblant de colère et de douleur. Alors, je ne suis plus qu'une source d'embarras pour toi? C'est ça? Il haussa les épaules, son indifférence me faisant l'effet d'une gifle. Je pense aux affaires. C'est ce que tu devrais faire, au lieu de t'énerver pour une fête. Les mots m'assommèrent et je sentis des larmes poindre au fond de mes yeux, mais je les repoussai. Va à ta précieuse fête, Marc. Ne t'inquiète pas pour MOI. Et elle est partie sans un mot de plus, et j'ai passé la nuit seule, le silence de la maison résonnant autour de moi, comme une moquerie. Plus j'y pensais,
plus cela me faisait mal. Notre mariage en était-il arrivé là? Les affaires étaient-elles la seule chose qui l'intéressait à présent? Lorsqu'il est revenu, il était tard. J'étais assise dans le salon, les lumières éteintes, et j'attendais. J'avais besoin de comprendre pourquoi il pensait qu'il était normal de me traiter de la sorte. Comment s'est passée la fête? J'ai demandé, d'une voix ferme, malgré l'agitation qui régnait à l'intérieur. Ça s'est bien passé. J'ai eu quelques pistes prometteuses. Il a répondu avec désinvolture, comme si rien ne s'était passé. C'est bien, dis-je en gardant ma voix calme. Et cela en valait-il la peine, faire en sorte que ta femme se sente comme une ordure? Il soupira, se frottant les tempes. Écoute, Liv, c'est comme ça que ça marche. Tu ne comprendrais pas. Tout est une question d'apparence. Les apparences. C'est vrai. Ai-je dit, l'amertume dans ma voix, sans équivoque. Alors, notre mariage n'est plus qu'une affaire comme les autres pour toi? Il n'a pas répondu, s'est contenté de marmonner quelque chose comme quoi il était fatigué et s'est dirigé vers le lit. Les retombées de cette épouvantable soirée semblaient persister dans la maison comme un épais brouillard, étouffant la chaleur qui nous restait. Les querelles avec Marc sont devenues la nouvelle norme. Et elle commença à s'en prendre à tout ce qui me concernait, mon poids, mes quelques rides, et même la façon dont je m'habillais. Tu vas encore porter ce vieux truc? Ou je suppose que nous ne sommes plus le jeune couple que nous étions, hein? J'essayais de repousser ces remarques, mais il était clair que quelque chose avait changé. Marc a commencé à m'éviter, non seulement quand nous sortions, mais aussi à la maison. Cela m'a blessé plus que je ne voulais l'admettre. Les choses ont tellement empiré qu'il a même quitté notre chambre à coucher, prétextant qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir. Puis, un soir, il est rentré à la maison dans une de ses humeurs et a jeté une carte de membre d'une salle de sport sur mes genoux. Tiens, j'ai pensé que tu voudrais peut-être en utiliser une pour changer, a-t-il dit, sa voix dégoulinant de dédain. J'ai levé les yeux vers lui, blessé par ces paroles brutales. Marc, tu sais à quel point je suis débordé par mon travail. Après une longue journée, j'ai envie de me détendre, pas de passer des heures à la salle de sport. Son visage se renfrogne. Est-ce détendre? C'est ce que tu appelles rester assis? Peut-être que si tu prenais soin de toi, je n'aurais pas besoin de t'emmener avec moi pour rencontrer des clients. Ces mots lui firent l'effet d'une gifle. Me traiter de paresseuse et de grosse, vraiment? C'est bas, même pour toi, répondis-je, la voix tremblante d'un mélange de colère et d'humiliation. Marc se contente de hausser les épaules, son dédain apparent. Si la chaussure te convient, a-t-il marmonné avant de se tourner vers sa chambre. Cette nuit-là, alors que je me trouvais seule dans notre grand lit vide, ces mots ont résonné dans ma tête. Je ne m'étais jamais sentie aussi mal, aussi peu attirante. Ce n'était pas seulement l'affaire qui était entre nous maintenant. C'était ce vide grandissant, rongeant l'endroit où vivait le respect. Ses absences sont devenues plus fréquentes. Les nuits où il ne rentrait pas du tout à la maison sont devenues courantes. Chaque fois que je l'interrogeais, il me répondait d'un ton cassant. Ce n'est pas ton affaire de savoir où je suis. Sa froideur me transperçait jour après jour. L'homme que j'avais épousé, qui avait l'habitude de rire et de rêver avec moi, se transformait en un étranger, qui semblait mépriser chaque partie de moi. C'était un samedi soir ordinaire. J'avais préparé le dîner, espérant que nous pourrions peut-être manger tranquillement pour une fois, mais la tension entre nous était comme un nuage épais. Impossible à ignorer. J'ai décidé qu'il était temps d'aborder l'éléphant dans la pièce. Marc, il faut qu'on parle. Ça ne marche plus, dis-je, la voix ferme, mais les mains tremblantes, en posant ma fourchette. Et elle a levé les yeux de son assiette, son visage s'est assombri. Qu'est-ce que tu racontes? Je pense que nous devrions divorcer. Nous pourrions partager l'entreprise à 5050 et partir chacun de notre côté, suggérai-je en essayant de garder ma voix calme. Marc a claqué la main sur la table, faisant s'entrechoquer les assiettes. Divorcer? Diviser l'entreprise? Tu dois avoir perdu la tête. C'est moi qui ai bâti cette entreprise.
Tout ce que nous avons, c'est grâce à mon travail acharné. Tu n'en prendras pas la moitié. Sa fureur était telle que je ne l'avais jamais vue auparavant. Il s'est penché, le visage tordu par la colère. J'engagerai les meilleurs avocats et je te prendrai jusqu'au dernier centime s'il le faut. Tu n'auras rien du tout. J'ai reculé devant sa dureté, ressentant un mélange de peur et de choc. Marc, je t'en prie. Ne t'avise pas de me faire plaisir, grosse femme effrayante et paresseuse. Ne me dérange plus et sors de chez moi. Il a crié, sa voix se répercutant sur les murs. Les larmes me montaient aux yeux et je n'ai pas pu les retenir. Je me suis précipitée dans la salle de bain pour me laver le visage, en essayant de me calmer. C'est alors que j'ai remarqué le téléphone de Marc sur le comptoir. Il bourdonnait d'un nouveau message, sans réfléchir, je l'ai décroché. Le message qui s'affichait à l'écran provenait d'un certain Jessie et était rempli d'émojis en forme de cœur. Je t'aime tellement, j'ai hâte de te revoir. C'était écrit. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai tapé son mot de passe, sa date d'anniversaire, facile à retenir, et que j'ai ouvert ses messages. Les textes que j'ai trouvés étaient comme des poignards. Des mots d'amour, des projets d'escapade, des selfies de deux. Et même un message le remerciant pour la nouvelle voiture qu'il lui avait achetée. J'ai eu mal au ventre, non seulement à cause de la trahison, mais aussi à cause de l'audace de sa tromperie. Mais au fur et à mesure que je faisais défiler les messages, quelque chose s'est brisé en moi. Je n'étais plus seulement l'épouse au cœur brisé, j'étais désormais une femme bafouée, animée d'une colère froide et calculatrice. J'ai fait des copies de tout, des photos, des textes, des reçus pour la voiture. Tout ce qui pouvait m'aider dans la tempête qui s'annonçait. Puis, avec précaution, j'ai replacé son téléphone exactement là où il l'avait laissé. Quand je suis sortie de la salle de bain, j'étais une personne différente. Je n'ai pas confronté Marc. Je n'ai pas craqué à nouveau. Je suis simplement retournée à table, j'ai débarrassé la vaisselle et j'ai planifié ma prochaine action en silence. Et elle ne se doutait de rien, toujours rongée par sa rage et son arrogance. Le lendemain, je me suis rendue à notre bureau de bonne heure, avant que quiconque n'arrive. Ma décision était prise, je devais rassembler toutes les preuves avant de passer à l'action. J'ai commencé par les documents financiers et les comptes de la société, vérifiant méticuleusement chaque entrée afin de reconstituer la manière dont Marc a géré sa tromperie. Je n'ai pas tardé à trouver ce que je cherchais. Un relevé de la voiture qu'il avait achetée pour sa maîtresse. Le montant et la date étaient clairement indiqués, juste là, dans nos dépenses professionnelles. C'était plus qu'une trahison, c'était un détournement de fonds. Armé de copies de tous les documents incriminés, j'ai quitté le bureau avec un mélange d'effroi et de détermination. Plus tard dans la matinée, assise dans le bureau de l'avocat, j'ai tout exposé. Il a été infidèle et j'en ai la preuve. Des textos, des photos. Et même le reçu d'une voiture qu'il a achetée pour sa maîtresse. Ai-je dit en lui remettant les copies que j'avais faites. L'avocate a regardé les documents, l'expression indéchiffrable. C'est bien. Avec le contrat de mariage et ses preuves, nous avons un dossier solide. Il ne verra pas ce qui l'a frappé. J'ai acquiescé, la réalité de la situation s'imposant à moi. Je veux garder l'entreprise. Ce n'est pas seulement la sienne, j'ai travaillé trop dur pour la laisser partir. Nous y veillerons. Elle me l'a assuré, son assurance m'a rassuré. Forte de ses conseils juridiques, je suis rentrée chez moi pour faire face à Marc. Il était dans le salon, en train de faire défiler son téléphone, inconscient de la tempête qui s'abattait sur lui. Il faut qu'on parle. J'ai dit, en me tenant à l'entrée, fermement décidé. Il a levé les yeux, l'agacement se dessinant sur son visage. Et maintenant, en direct, j'ai vu les textes, Marc. Je sais pour Jessie. Je l'ai affirmé sans embâche, voyant son visage passer de l'agacement à la stupeur. De quoi parles-tu, balbutia-t-il en posant son téléphone. Inutile de le nier. J'ai toutes les preuves dont j'ai besoin. Et j'ai vu un avocat. Je continue, la voix froide. Marc se lève,
son attitude se transforme en colère. Tu as fouillé dans mon téléphone? Tu t'immisces dans ma vie privée maintenant? C'est au-delà de la vie privée, Marc. Tu as triché. Tu as menti. Et tu m'as menacé. C'est terminé. Dis-je, coupant court à ses tentatives d'intimidation. Il s'est moqué et a secoué la tête. Tu crois que tu peux me prendre l'affaire? Tu n'es rien sans moi. C'est là que tu te trompes. Je suis tout ce que j'ai besoin d'être. Et j'ai suffisamment de preuves de ton infidélité, ce qui, grâce à notre contrat de mariage, me permet de reprendre l'affaire. J'ai répliqué, mon assurance grandissant à chaque mot. Marc reste silencieux un moment, son visage mêlant colère et incrédulité. Tu ne t'en tireras pas comme ça. C'est déjà fait. Marc. J'ai 2 longueurs d'avance. Et je prends ce que je mérite, ai-je dit, ressentant un étrange mélange de triomphe et de tristesse. Lorsque la date du procès est arrivée, j'étais prête. Marc a essayé de se battre, mais les preuves étaient accablantes. Lorsque le juge a finalement rendu sa décision, c'était presque surréaliste. Par décision de justice, et conformément à notre contrat de mariage, la moitié de l'entreprise appartenant à Marc m'a été attribuée. Cette décision a non seulement renforcé mon contrôle sur l'entreprise que nous avons construite ensemble, mais elle m'a aussi donné les rênes de toute la fortune familiale. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Compte tenu de la tromperie et du traumatisme émotionnel causé par Marc, j'ai exigé une compensation financière. Le juge, au vu des preuves évidentes de l'infidélité et de la mauvaise gestion financière de Marc, m'a également accordé ce dédommagement. À l'extérieur du palais de justice, la brise fraîche m'a fait l'effet d'un nouveau départ, balayant les vestiges d'une bataille durement menée et durement gagnée. De retour au bureau, l'atmosphère était palpablement différente. J'ai franchi les portes non seulement en tant que copropriétaire, mais aussi en tant que PDG. Les employés ont levé les yeux, certains avec le sourire, d'autres avec une curiosité prudente quant au changement à venir. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est un élan de détermination à mener le navire à bon port. Bonjour à tous, les ai-je accueillis avec une confiance retrouvée. Mettons-nous au travail. Nous avons beaucoup à faire, et je suis ici pour m'assurer que nous réussissons plus que jamais. Les réactions ont été mitigées, mais surtout positives. Tout comme moi, les gens étaient prêts à prendre un nouveau départ. J'ai passé la journée à examiner les plans, à rencontrer les chefs de service et à exposer la nouvelle vision de l'entreprise. C'était exaltant d'avoir le contrôle total. De prendre des décisions basées sur ce que je pensais être le mieux pour notre avenir. En fin d'après-midi, je me suis assis dans mon bureau, le soleil projetant de longues ombres sur le sol. Le téléphone a sonné. C'était Marc. Une partie de moi s'est crispée au son de sa voix, mais je me suis rappelé la nouvelle réalité. Olivia, J'ai réfléchi, commença-t-il, la voix hésitante. J'ai fait une erreur, une énorme erreur. Je me demandais si, peut-être, tu pourrais envisager de me reprendre. Dans quelque fonction que ce soit, au sein de l'entreprise, l'audace de sa demande m'a interloqué, mais j'ai réussi à garder mon sang-froid. Marc, tu as du culot de venir ici. Après tout ce qui s'est passé, tu penses vraiment que je vais te laisser revenir dans ma vie, dans mon entreprise? Je sais que c'est beaucoup demandé, balbutie-t-il. Mais je n'ai plus le choix, Olivia. Cela ressemble à un problème pour toi, Marc. Cette entreprise, mon entreprise, va de l'avant, pas en arrière. Tu as fait ton lit. Maintenant, tu couches, dis-je fermement. Olivia, s'il te plaît, a-t-il encore essayé, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Je pense que tu en as assez dit, Marc. Au revoir, lui ai-je dit en raccrochant avant qu'il n'ait pu dire un mot de plus. Je me sentais bien de clore enfin ce chapitre, d'affirmer mon indépendance sans le moindre doute. Les semaines qui ont suivi ont été très mouvementées. J'ai donné une nouvelle image à l'entreprise, en mettant l'accent sur l'innovation et l'impact sur la communauté. Nous avons lancé des initiatives qui me tenaient à cœur,
comme le parrainage de programmes de santé et l'investissement dans des technologies respectueuses de l'environnement. La communauté et l'industrie l'ont remarqué. Les ventes ont augmenté, le moral était au beau fixe. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment fier de ce que je construisais. Merci d'avoir regardé.